À chaque rendez-vous, elles ne m'ont jamais regardé le col. Et à un moment, je leur ai dit, mais pardon, hein, je vous pose la question, mais du coup, vous regardez pas le col? Et elle me dit, oh mon Dieu, mais non, pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? Eh ben, je sais pas, hein, nous en France, en fait, c'est limite le premier truc qu'on ferait quand on arrive tous les mois. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marine qui va me partager le récit de son premier accouchement en France et le récit de son second accouchement en Finlande. Et je peux vous dire que c'est vraiment deux salles, deux ambiances et qu'en France, on devrait vraiment prendre exemple sur certaines choses. Et dans cet épisode, je suis passée de la colère à la joie et surtout à l'espoir de me dire qu'il est vraiment possible d'accoucher autrement dans la bienveillance et dans le soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Oui, ben, bien sûr, bonjour. Alors, donc, je m'appelle Marine, je suis expatriée en Finlande depuis 2 ans maintenant. Voilà, je suis actuellement en congé maternité jusqu'à fin mai, donc 9 mois. Et ensuite, c'est mon compagnon qui sera en congé paternité pendant les 3 prochains mois, puisque en Finlande, on a la chance de pouvoir être un an avec nos bébés. Un sujet dont on pourrait aussi parler pendant des heures, le congé maternité. Exactement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc toi, pour résumer, tu as eu un premier accouchement en France et ton deuxième accouchement en Finlande. Donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ces différences de pratiques d'un pays à l'autre, de ce que tu as vécu en France, de la différence avec la Finlande. Est-ce que tu peux justement, par rapport à ton premier accouchement, déjà me dire, quand tu as été enceinte, est-ce que tu avais un projet de naissance et quelle était ta vision de l'accouchement? Est-ce que tu avais cette vision archi-médicalisée qu'on a en France ou est-ce que tu avais quand même déjà un peu cheminé vers un accouchement, on va dire, un peu moins médicalisé? Alors, j'avais déjà cheminé. En fait, quand je suis tombée enceinte, mon objectif était assez clair, c'était d'accoucher sans péridurale, même si tout le monde me prenait pour une folle. Je voulais vraiment avoir un accouchement le plus naturel possible. J'aurais souhaité avoir un accouchement dans l'eau, par exemple, ou peu importe. En fait, j'avais vraiment l'objectif d'accoucher comme ça. D'ailleurs, tout au long de ma grossesse, je n'ai jamais envisagé autrement. Alors, je pense que je me mettais des œillères un peu parce que du coup, j'ai genre vraiment occulté tout le côté ultra médicalisé tant ça me faisait peur. J'avais beaucoup plus peur de ça finalement. Et donc, je suis allée dans une maternité qui a la réputation d'être un peu plus à l'écoute des femmes. Et puis non, en fait, finalement, je me suis rendu compte avec le temps que malheureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai bien vu la différence là, du coup, quelques années après avec la Finlande. Ne serait-ce qu'à partir du suivi. Donc en France, ben, on se laisse un peu faire. En fait, j'ai l'impression que la première grossesse aussi, tu as un petit peu des peurs, tu sais pas où tu vas. Donc ben, allez, allez-y. Donc les touchés vaginaux, on va dire qu'on ne te demande pas si tu le veux ou pas. Hein, c'est juste direct pendant chaque rendez-vous tous les mois avec la gynéco. Donc, en fait, ça m'a pas paru étrange sur le coup parce que juste c'était comme ça, tu vois. C'est là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais c'est juste impensable. Bon, je pense qu'il y a eu tout un cheminement psychologique pour moi à travers diverses thérapies après qui ont fait que, bien entendu, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était violent. Mais sur le moment, bah, tu es dedans et tu te rends pas vraiment compte. Et en fait, t'as pas d'autre choix aussi, j'ai l'impression, tu vois. En tout cas, j'étais pas au courant s'il y en avait d'autres à cette époque-là. Donc, ma grossesse s'est très bien passée. J'ai eu zéro problème. À la fin, j'ai eu du diabète gestable, mais bon, ça m'a pas posé de grands problèmes. Et j'ai quand même eu des injections d'insuline. Et c'est ce qui m'a valu un déclenchement. Quand je suis arrivée au terme, tout allait parfaitement bien. Ma gynéco m'avait dit, écoutez, le jour du terme, je ne serai pas à la mater, mais allez-y, faites le contrôle. Si tout va bien, vous rentrez chez vous.
Donc, avec mon compagnon, on part à la maternité, on fait le contrôle, tout va bien, le poids parfait, le col fermé, rien à signaler. Donc, ils me font monito et à la fin, la sage-femme ou je sais plus qui y avait qui me dit, bah, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, revenez dans 3 jours. Je vais pour partir et puis d'un coup, un obstétricien revient en courant et me dit, non, non, mais partez pas, madame. En fait, on peut pas vous laisser partir comme ça. Va falloir vous déclencher parce que vous faites du diabète gestationnel. Donc, il y a des risques. Et en fait, tu vois, j'étais tellement drivée par le corps médical à ce moment-là que je me suis même pas, j'ai même pas demandé, mais quels sont les risques, tu vois. Donc, j'ai dit OK. Enfin, il m'a un peu affolée, tu vois, et il m'a fait peur. Et avec mon compagnon, on s'est regardé, on a dit ben, OK, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va vous déclencher. Votre bébé, il risque d'être trop gros, c'est dangereux. Donc, on a dit bon, ben, OK, c'est vous le médecin, on vous fait confiance. Donc, il a dit ben, allez chez vous, préparez vos affaires et revenez. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, s'en est suivi 3 jours de déclenchement par toutes les manières possibles. Horrible. Franchement, j'en garde un souvenir vraiment atroce. Ça me donne même les frissons tellement c'était terrible. Je pourrais en repleurer, même si j'en ai déjà beaucoup pleuré, parce que comment on peut faire ça aux femmes en fait? 3 jours de déclenchement, ton bébé, si il descend pas, c'est que c'est pas le moment, surtout quand tout va bien, tu vois. Et quand je regarde mon fils aujourd'hui qui a 6 ans et tous les stress post-traumatiques qu'il a liés à l'accouchement, je me dis, mais ils n'avaient pas le droit en fait de faire ça, quoi. J'ai vraiment vécu comme une injustice après coup, mais sur le moment, bah, tu te coupes de ton émotion, tu suis ce qu'on te dit et tu y vas, quoi. Donc 3 jours de déclenchement difficile. Et pour finir en césarienne un peu d'urgence parce que ils m'ont percé la poche des os, c'était ultra violent 2 fois. Ils ont demandé à mon compagnon, ils étaient trois sur mon ventre à pousser mon fils sur le côté pour pouvoir percer la poche des os. Enfin, d'une violence vraiment extrême. Ils m'ont shooté dans tous les sens et du coup, après la naissance, j'ai été inconsciente pendant plus de 12 heures. Et c'est mon compagnon qui était en peau à peau avec notre fils. Heureusement, il a pu être là pendant la césarienne. Donc ça, c'était le côté positif, parce que je sais que parfois les papas sont pas tolérés. Heureusement qu'il était là et qu'il a pu prendre soin de notre fils. Mais moi, après, je me suis réveillée en chambre, je regardais mon fils, je me disais, mais ouais, il est beau, mais je ressens rien. Donc je me sentais coupable de ressentir rien, mais rien du tout. Je faisais que pleurer, ils m'ont envoyé 3 psys et je leur disais non mais je pleure juste parce que l'accouchement que j'ai eu, il était horrible. Je vais pas tuer mon bébé ou faire quoi que ce soit comme ça. Je vais pas me suicider. Je suis pas suicidaire. C'est juste que c'est horrible ce que j'ai vécu et que et que je suis en train d'en prendre conscience. Donc voilà, on est rentré à la maison, début de vie très très difficile. J'avais une thérapeute qui me suivait déjà, qui m'a aidé à créer le lien avec mon fils. Et heureusement qu'elle était là. Et aujourd'hui, mon fils, malgré son anxiété et son stress chronique, il va quand même bien parce que j'ai travaillé sur ça. Mais je me dis, c'est horrible pour ceux qui savent pas, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment très dur et malgré le fait que c'était il y a 6 ans et demi, j'ai encore l'émotion qui est là, tu vois. C'est ouais, quand on t'écoute, enfin, moi ça me fait monter la colère parce que je me dis putain, il y avait rien qui justifiait ce déclenchement puisque on a failli te laisser partir. C'est juste ce médecin qui là a fait preuve de je sais pas d'un ego ou de on ne sait pas quoi qui s'est dit allez hop celle-là on la garde et puis voilà qui ont finalement pourri la fin de ta grossesse et complètement fait que tu as eu un accouchement traumatique pour rien, rien du tout. Ouais, ouais, c'est ça. Surtout que je me dis aujourd'hui, putain, mais en fait, enfin, le gars, il voulait qu'on lui paye ses vacances, quoi. Tu vois? Enfin, c'est malheureux de se dire ça, mais je vois pas autre chose parce qu'il y avait zéro risque. Il m'annonçait un bébé de 3,5 kg, tu vois, à l'écho, donc il était pas trop gros non plus. Oui, il n'y avait rien. C'est juste parce qu'il y a un moment, tu as allumé une alarme, entre guillemets, parce que tu avais du diabète. Mais juste petite précision pour ceux qui nous écoutent, un diabète bien régulé ne justifie absolument pas un déclenchement. Un gros bébé ne justifie absolument pas un déclenchement. Donc là, toi, tu avais strictement aucune raison médicale valable qui justifiait ce déclenchement. Ouais, exactement. Et étant dans la peur et tu sais, voilà, tu te sens vulnérable en fait enceinte quelque part quand le corps médical te dit ça, c'est difficile de dire non.
Oui, et puis surtout pour un premier, on n'a pas l'expérience, on n'a pas la confiance. On fait totalement confiance à l'équipe médicale en se disant, bah, s'ils me disent qu'il faut me déclencher, il y a sûrement il y a sûrement une part de vérité qui fait qu'on se pose même pas de questions. Et je pense qu'il y a de nombreuses femmes, moi aussi j'ai été déclenchée, alors j'ai eu un accouchement, un déclenchement avec du recul, je me rends compte que j'ai échappé effectivement au pire, mais pareil, moi on m'avait déclenché parce que j'avais dépassé le terme de 2 jours. Et ben avec du recul, je me dis, mais pourquoi on n'a pas laissé foutu la paix à mon bébé? Il serait venu quand il avait envie, en fait. Mais voilà, pour un premier, on ne sait pas, on croit tout ce qu'on nous dit et on se laisse faire. Exactement. En fait, c'est la croyance dans le corps médical, la croyance absolue, comme si c'était le Graal. Et ici, bah, du coup, je vais te raconter la suite pour mon expérience en Finlande. On te laisse beaucoup plus la, En fait, ils pensent que tu as réellement la capacité sur ton Mm. corps de savoir toi ce que tu as besoin. Ce qui est vrai pour moi, hein, je pense. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui ont besoin d'avoir une figure médicale vraiment qui va lui dire quoi faire par rapport à sa construction psychique à elle. Mais je pense que quand même, si on t'induit que c'est toi qui es maître de ton corps, tu as plus de capacité à ressentir pour le coup et à t'imposer. Je voulais juste revenir par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour ton projet, tu pensais, voilà, tu souhaitais accoucher sans péridurale et tu disais pareil que tu es un peu passé pour une folle. Est-ce que tu peux me dire justement ce sentiment que tu as eu dans ton projet en France de dire, bah voilà, c'est un premier, je vais accoucher sans péridurale. Comment tu t'es senti accompagnée aussi bien par l'entourage que le corps médical dans ton projet? Alors, mon obstétricienne, elle était assez open sur ça. Elle m'a dit, vous êtes sûr? C'est rigolo, tous les gens qui disent ça. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. En tout cas, j'aimerais. Et j'étais pas fermée à avoir péridurale si c'était nécessaire. Mais j'ai dit, je vais faire de mon mieux en fait comme ça. Donc c'était voilà, la réaction des gens, c'était ah bon, t'es sûr? Mais pourquoi? Pourquoi t'infliger ça alors que tu peux, ben, en gros, tu peux avoir quelque chose qui t'enlève la douleur. Et il a fallu que j'explique à pas mal de gens qu'en fait, oui, ça enlève la douleur, mais ça crée des problèmes aussi à ton enfant et à ton corps. Et bon, ben, si on peut éviter les médicaments, ce n'est que mieux dans l'absolu. On est fait pour accoucher sans ça. Donc, j'ai pas eu de refus frontal. La sage-femme qui m'a suivie aussi, elle était assez open sur ça. J'ai eu de la chance d'être écoutée. Il y a personne qui a été vraiment fermé, même si au premier abord, ils m'ont tous dit, mais en fait, mais pourquoi, mais n'importe quoi, quelle est cette idée, d'où ça sort et compagnie. Mais vu qu'ils ont l'habitude que je suis un peu illuminée, bon, Ça, disons que, c'est ouais, passé. je me suis pas laissée démonter par les personnes autour, mais c'est vraiment étrange qu'on te dise, t'es sûr? Mm. Ça te remet en doute, en fait, hein? Ah oui, bah oui, c'est sûr, parce que quand tout le monde te dit, mais t'es sûr de toi, test, tu dis, ouais, mais pourquoi les gens ils me disent ça? Peut-être Ouais, c'est qu'effectivement, ça, je suis en train exact. de me planter, quoi. Et Ouais. est-ce qu'en Finlande, il y a cette même, on va dire, cette même mentalité autour de la péridurale? Ah bah non, Ouais. non, non, pas du tout. C'est incroyable en fait ici. Ici, quand t'es enceinte, t'as pas de déjà t'as pas de rendez-vous anesthésiste ou au cas où ou quoi que ce soit. On te parle quasiment pas de l'accouchement. Euh, Si tu poses des questions, bien entendu, tu peux être accompagné. Moi, je leur ai expliqué que bah, ce deuxième bébé était un bébé surprise. Et que du coup, pourquoi je voulais pas de deuxième enfant? Principalement parce que mon accouchement avait été très trop traumatique. Donc du coup, ça me faisait très très peur. Donc ils m'ont dit, bah, pas de problème, si vous avez peur, on va vous mettre en lien avec des personnes avec qui vous allez pouvoir en discuter. À aucun moment, ils vont te dire, mais du coup, vous voulez la péridurale, vous la voulez pas, quel est votre projet de naissance? Et ils te posent pas la question tout simplement parce que pour eux, chaque femme est différente et qu'ils verront le jour J sur place, mais ils partent du principe que tout le monde accouche sans péridurale et de manière naturelle. Et Ok. ensuite, sur place à la maternité, s'il y a des complications, si tu le souhaites, à ce moment-là, on prend des décisions. Mais avant, en amont, il y a zéro décision qui sont prises au niveau médical, en fait. Mm. C'est tout le monde doit pouvoir donner naissance naturellement, en fait. Voilà. Mm. Donc j'imagine en Finlande, quand tu veux accoucher sans péridurale, tu trouves beaucoup plus finalement de témoignages, de soutien, d'encouragement Ah qui ben, vont dans ce sens, quoi. complètement. Ouais. Ben, personne ne te parle de la péridurale. Genre, c'est vraiment... euh,
c'est exceptionnel la péridurale. Mhm. Ils t'en parlent pas, tu vois. Comme je te disais, tu vois pas d'anesthésiste avant, donc personne ne l'envisage. Si tu la veux, tu peux, mais c'est pas envisagé d'emblée comme chez nous où ça va être d'emblée. C'est limite en France, il faut se battre pour dire que tu ne la veux pas. Ici, c'est l'inverse. Tu vois, ils te disent que vraiment l'idéal, c'est de pas la prendre, quoi. Voilà. Bien sûr, elle est là, mais avant ça, ils vont te faire passer par le gaz, ils vont te faire des exercices, ils vont te faire des acupressions, ils vont te faire tout pour éviter la péridurale. C'est vraiment, c'est limite toi qui insistes si vraiment tu la veux. Ouais, c'est pas la première intention ou comme en France, c'est limite d'emblée, de toute manière, t'accoucheras avec une péri, point. Ah ouais, non. Là, Ouais. c'est la dernière presque, je dirais, hein. Et j'imagine aussi que toute l'éducation des femmes et puis bah, aussi des hommes depuis tout petit, bah, c'est pas la même vision de l'accouchement que nous on a en France. Parce que nous en France, c'est vraiment depuis toute petite cette vision hyper médicalisée. C'est le médecin qui nous accouche, on va se laisser faire, c'est un acte médical, donc on est vraiment conditionné à ça. J'imagine qu'en Finlande, l'éducation générale autour de l'accouchement n'est pas la même parce que pour que les femmes arrivent à se dire j'ai confiance en moi et en mon corps et que je vais y arriver, il y a déjà tout ce travail finalement qui est fait dès la petite enfance. Ah, bien sûr, c'est empowerment ici, hein. Tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler du sisu, c'est l'esprit finlandais. En fait, c'est un truc vraiment d'ici. C'est un peu de la résilience, tu vois. C'est des gens qui vivent dans le côté très nature. C'est très civilisé, hein, attention. Mais en fait, ils font confiance à leur corps. On est dans un pays où on a un climat très, très rude. Les bébés font la sieste dehors par -20 degrés tous les jours, hein. Tu vois des poussettes dehors, c'est tout à fait normal. C'est une culture qu'on n'a pas et donc du coup, c'est une sorte de force intérieure qu'ont les gens ici et qui fait qu'ils grandissent avec ça et avec le fait qu'ils sont en totale capacité de leur corps. Donc Mm. forcément, pour l'accouchement et tout le reste, c'est comme ça. On ne se pose même pas la question du besoin d'aide extérieure et encore moins médicale. Et du coup, en parlant de médical, quel a été ton suivi pendant ta grossesse? Quels sont les examens obligatoires? Enfin voilà, par rapport à la France, vu que tu as connu les deux, quelle est la différence? Alors ici, déjà, je vais commencer par quand j'ai appris ma grossesse. Euh, j'ai appris ma grossesse avec bon, ben, un test urinaire. Et puis, je me suis dit, mais je fais quoi du coup? Parce que bon, donc j'en ai parlé à mon travail. Ma collègue de boulot, ma supérieure, en fait, elle m'a dit, Ouah, mais c'est génial, félicitations et tout. Et j'avais un peu la pression de le dire au boulot parce que, tu vois, j'ai 38 ans. Bon, j'arrive dans un pays, ça fait 1 an que je travaille dans cette boîte, je suis étrangère. Est-ce que ça va être validé le fait d'être enceinte ou la pression comme en France où c'est que tu te dis, bon, tu vas le dire à ton boss, il va mal le prendre, il va dire, bon, ok, mais bon, c'était pas prévu, c'est un peu chiant, tu vois. Non, là, pas du tout, super, tout le monde a été super émerveillé de cette grossesse. Waouh, félicitations, on est très heureuse pour toi et tout, machin. Et donc, je leur dis, ouais, vous savez quelles sont les démarches à faire. Ben, là, tu n'as pas de démarche à faire si tu souhaites aller faire une prise de sang pour voir de la datation. En fait, tu peux, mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est pas de pression, c'est comme tu as envie. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais aller faire une prise de sang pour savoir un petit peu. Donc, j'ai eu ma datation et j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme qui m'a dit, bah, OK, écoutez, on prend rendez-vous à votre 3e mois. Enfin, tu vois, c'était vraiment sans pression, rien de strict. Donc, j'y suis allée sans trop savoir ce qui allait se passer. Donc, elle m'a dit, bon, ben voilà, vous êtes enceinte. Ici, toutes tes données médicales sont regroupées sur une page Internet, là, où tout le monde, enfin, tu donnes l'accès à ta sage-femme et elle voit tous tes examens médicaux. Donc, du coup, elle me dit, bon, ben, c'est parfait. Comment vous vous sentez? Enfin, les questions de base, tu vois. Elle m'a jamais regardé quoi que ce soit, hein. Elle m'a juste demandé, posé des questions. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la grossesse? Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des questions? Tout ça. Donc, moi, j'ai posé pas mal de questions sur le mode de fonctionnement ici. Mais c'est tout, en fait, hein, on n'est pas allé plus loin. Elle m'a dit, bon, bah, ok, bah, écoutez, on se revoit dans je sais plus combien de semaines, mais je crois qu'en tout, j'ai eu 6 rendez-vous, tu vois, pendant toute la grossesse. Donc, c'est beaucoup moins qu'en France où c'est que c'est ultra.
ultra régulier tous les mois. Il faut suivre la taille du ventre, le ci, le là. Alors là, ils te mesurent rien, ils regardent rien et presque que toi, en tant que Française, ça te stresse, tu sais. Tu te dis, attends, mais ils ont rien checké de voir si j'allais bien, si tout va bien et tout. Ben non, en fait. Et c'est ça tout le long de la grossesse. C'est-à-dire qu'à chaque rendez-vous, elles ne m'ont jamais regardé le col. Et à un moment, je leur ai dit, mais pardon, hein, je vous pose la question, mais du coup, vous regardez pas le col? Et elle me dit, oh mon Dieu, mais non, pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? Eh ben, je sais pas, hein, nous en France, en fait, c'est limite le premier truc qu'on ferait quand on arrive tous les mois. Elle me dit, mais non, pas du tout, vraiment. Et puis même si vous me demandiez de le faire, je vous dirais non. Elle me dit, au seul moment où on va vous le faire, ça va être à la maternité. Et encore, c'est vraiment pour checker si c'est nécessaire et que ça prend du temps. Mais sinon, jamais de la vie, on vous regarde le col. Et là, tu tombes de 10 détails parce que tu te dis, ah Ouais. bon, mais ok. Je me souviens pour mon fils. En France, mon compagnon, il me disait, bon, allez, toutes les heures, il tapait à la porte, il rentrait, il disait, allez, mettez les poings sous les fesses. Et hop, il me mettait le bras pour aller regarder. Et mon compagnon, il me disait, ouais, c'est un peu limite de venir comme ça. Et j'ai dit, ouais, ben, ça fait 3 jours que c'est comme ça, donc j'ai l'habitude que toutes les 2 heures, ils viennent regarder le col sans, ils te posent pas la question. Ils te disent juste, mets tes pouces, tes poings sous les fesses et voilà. Alors qu'ici, à aucun moment, enfin, il n'y a rien d'invasif. Donc c'était assez génial en fait, ils te font confiance, tu vois. Et ensuite, on a fait quelques prises de sang avec je me rappelle plus exactement ce qu'ils ont checké, mais on va dire tout. Ah oui, ils ont checké un peu tous les trucs habituels, tu vois, sur les maladies potentielles de la maman, en fait. Et moi, je suis allée, donc je suis tombée enceinte début novembre, et en décembre, on avait prévu d'aller en France. Donc, du coup, avec mon fils, que tous les deux, on a pris l'avion pour descendre en France une semaine. Et c'était la période où je devais faire la prise de sang pour la trisomie, je crois. Donc, malheureusement, j'ai pas pu la faire en Finlande. Donc, il a fallu que je la fasse en France. C'était à ce moment-là, il y avait un moment précis. Donc, je leur ai dit, bon, ben, écoutez, OK, je ferai le check en France. Donc, j'avais pris rendez-vous avec mon médecin de famille. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, oh là là, mais là, vous vous mettez au régime direct, hein, parce que vous avez fait du diabète gesta. Donc là, il faut faire attention et tout. J'aurais dit, non, mais attendez, ça fait 1 an que je suis pas venue en France. C'est Noël. Comment te dire déjà, je peux pas boire de vin ni manger de foie gras. Je vais pas me mettre au régime maintenant, quoi. Elle me dit, oui, mais c'est très dangereux pour votre enfant et tout. J'ai dit, ouais, ouais, ok. Et en Finlande, on t'avait rien dit par rapport à ton diabète? Mais non, rien du tout. Ils m'avaient dit, on fera une check au moment venu pour voir si vous n'avez pas un trop gros taux de sucre dans le sang, mais c'est tout. Puisque c'était hormonal, le diabète gesta. Mm. Donc, du coup, ils m'ont dit, on fera une check au moment venu, mais pour le moment, c'est pas nécessaire, quoi. Donc, du coup, elle m'a noté la prise de sang pour le truc de la trisomie et elle m'a mis la glycémie à jeun. Et j'ai dit, non, mais me la faites pas là, ça sert à rien, je vais pas la faire. Elle me dit, si, il faut la faire, c'est super important. Je dis, non, mais je vais pas la faire. Je suis en vacances en France, je mange pro. Dans tous les cas, ma glycémie, elle sera pas bonne. Enfin, réfléchissez 3 secondes. Donc, bon, elle me l'a quand même noté, donc je ne l'ai pas fait. En revenant en Finlande, je ne sais plus à quelle période de la grossesse, si c'est nécessaire, je pourrais donner des dates s'il y en a qui sont intéressés, puisque j'ai tout le carnet de suivi. Mais on a fait une première prise de sang avec la glycémie, bah, un peu comme en France, là, le liquide que tu bois. Ouais. Et en fait, je n'avais pas fait de diabète gesta. Ils ont rechecké une deuxième fois quelques semaines après. Et pareil, pas de diabète gesta. Donc, dans tous les cas, il m'avait dit, vous n'avez pas pris un poids exorbitant, vous n'êtes pas à risque, vous n'êtes pas obèse. Donc, du coup, tu vois, il n'y a pas de risque cardiovasculaire ou il n'y a pas de risque pour le bébé. A priori, même si j'avais eu fait du diabète, je suis pas sûre qu'il se Mm. serait penché réellement dessus, quoi. Ouais. Ouais, quand on t'écoute parler, on a l'impression qu'ils sont vachement plus zen en Finlande. Il y a moins cette pression médicale qui, oh là là, faut tout vérifier, tout checker, faites tel et tel test. Là-bas, c'est un peu plus, ok, tout se passe bien et puis on vous laisse Voilà. tranquille, quoi. Ouais. Si vraiment tu as un problème, à ce moment-là, attention, ils sont vraiment. Moi, j'ai eu de la hypertension, je crois. Non, c'est pas hypertension. Je sais plus que j'ai eu un dérèglement là dans le sang qui était lié aux hormones.
Et du coup, ils m'ont fait faire 2 prises de sang, ils m'ont pris tout en charge, ils m'ont expliqué si vous allez faire ça, machin, on va checker et compagnie. Donc, tu as une super prise en charge s'il y a quelque chose qui sort des rangs, tu vois, mais sinon, c'est vraiment très, très zen. Et limite, moi, ça m'a stressé parce que dans ma construction, tu vois, c'est ultra carré en France. Donc là, je me Mm. disais, ah ouais, cool. Et puis, au fur et à mesure de la grossesse, je me suis détendue sur ça. J'ai eu 2 échos pour mesurer le bébé, pour voir si tout allait bien. 2 échos pendant la grossesse et j'en avais fait une en France parce qu'on est venu aussi en juin en vacances et qu'ils n'étaient pas sûrs du sexe. En Finlande, en fait, en Finlande, ils te le disent pas, le sexe. Parce que la plupart des femmes ne veulent pas savoir et elles savent à l'accouchement. Nous, moi, je voulais pas savoir au début. Mon compagnon, lui, voulait absolument savoir. Et notre fils aussi pour se projeter, on va dire. Donc, du coup, vu que j'ai des amis qui ont un laboratoire, je suis allée faire une troisième écho en France pour valider que c'était bien une petite fille, et c'était le cas. Et c'est Ok. rigolo parce qu'en France, du coup, le gars, il m'a fait l'écho, il a tout mesuré, il m'a dit oui, mais ça, je suis pas sûre de votre nombre de semaines par rapport à ce que vous me dites et tout. C'était ultra stressant, la taille du fémur et compagnie. J'ai dit non, mais écoutez, tout va bien. Moi, j'ai fait tous les examens en Finlande, là, c'est juste pour voir le sexe et tout. Non, mais quand même, là, il faudrait rechecker. Non, mais c'est bon, en fait, laissez-moi tranquille, ça va, quoi. Et il m'a dit, ben, vous voulez que je vous tape les résultats? J'ai dit non, je les veux pas. En fait, je veux pas. Je sais que tout va bien, c'est bon. Tu Ah, vois, tu as c'est une pression, c'est dingue, hein? Ouais, c'est ouf. C'est marrant parce que je fais mon accompagnement de groupe, la team, là, pour celles qui veulent accoucher sans péridurale. Et il y a quelques années de ça, je crois, il y a 3 ans de ça, j'avais une participante qui venait de la Finlande, justement. Et comme toi, elle me disait, en fait, c'est hyper anxiogène, limite, de pas avoir tous ces suivis, parce qu'elle aussi, elle avait eu une première grossesse en France. Et là, elle se disait, mais on me dit rien, j'ai pas d'examen, il n'y a pas de test du diabète, on mesure pas, il n'y a pas de tout ça. Et alors, elle disait qu'il y avait un côté, bah, effectivement, moins de pression, mais elle se rendait compte qu'elle était tellement construite avec cette idée, Conditionné, bah ouais. voilà, conditionnée à il faut tout surveiller, qu'elle disait, mais en fait, là-bas, bah là, ils parlent pas de la péridurale, il n'y a pas de rendez-vous anesthésiste, il n'y a pas tout ça. Et limite, elle était perdue parce que ça lui faisait trop bizarre, quoi. Donc, c'est fou, c'est Ouais. vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ah ouais, là, on est vraiment aux antipodes l'un de l'autre, hein. Ça, c'est incroyable. Mm. Et Incroyable. j'avais une question, est-ce que vous avez, comme en France, une date précise d'accouchement ou c'est plus une fourchette voilà, une période d'accouchement? Alors, ils te donnent une date, mais ils te disent, bon, bah, cette date, c'est la date par rapport à ce qu'on a calculé, mais vous pouvez accoucher, ils te disent entre 15 jours avant et 15 jours après, quoi. S'il n'y a pas pas de pression. Ce bébé vient, quand il vient, on sait que ce Mm. sera, moi, c'était la date le 1er août, donc ils m'ont dit, comptez entre le 15 juillet et le 15 août. Ah oui, c'est large. Ouais, ouais, c'est C'est large, ouais. large. 15 jours Bah, après. Ouais, bah, j'ai Ouais. accouché le 13 août, hein. Ah oui, ah oui, oui. Voilà. Donc effectivement, en France, t'es prévu le 1er août, le 5 au plus tard, t'es déclenché de toute manière. Exact, ouais. Ouais. Ben non, Ok. ils m'ont pas déclenché. Et justement, est-ce qu'aussi en Finlande, il y a cette culture du déclenchement? Parce que maintenant, on sait qu'en France, une femme, pour pas être déclenchée, il faut vraiment qu'elle passe entre les gouttes. Est-ce en Finlande, il y a aussi ce stress de dire, oh là là, je vais être déclenchée à la fin de ma grossesse, sans raison? Enfin, Ben alors, au bout de 15 jours, ils te oui, déclenchent. 15 jours quand même. Voilà. Ouais, Voilà, 15 ouais, jours. ouais, non, pas avant. Donc, Ouais. du coup, non, il n'y a pas de pression, hein, c'est vraiment. Mais même moi, ça me mettait la pression, tu vois, parce que, bon, en plus, tout le long de la grossesse, j'avais dit, je veux accoucher n'importe quel jour, mais pas le 13 août. Parce que c'était le jour de la rentrée des classes de mon fils qui commence l'école ici à 6 ans, donc c'était la première rentrée, tu vois. Donc je voulais être là. Donc, mais je me disais, oh, ça va, le 1er août, c'est ma DPA, ça va être large, je n'aurais pas accouché le 13 août. Donc dans ma tête, c'était ça. Bon, bien sûr, j'ai accouché le 13 août. Elle a dû entendre ça toute la grossesse. Ah, le 13, c'est pas mal, je vais arriver ce jour-là. Donc, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, moi, je veux pas de déclenchement. Je leur ai dit, je veux pas de déclenchement. Ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de raison de déclencher de toute façon, donc vous inquiétez pas et tout. J'ai dit, non, mais je leur avais expliqué mon accouchement pour mon fils qui avait été traumatique. On en a beaucoup parlé. On a eu des temps de parole avec des sages-femmes qui m'ont expliqué comment ça se passait ici et tout le monde m'a dit la même chose. Ils m'ont dit, mais vous savez, ici, c'est en fonction de chaque femme, donc pas de pression. Vous, on verra au cas par cas, au moment venu, si c'est nécessaire. L'équipe médicale est là, mais si vous n'en avez pas besoin, il y aura, enfin, il y aura pas de nécessité d'être accompagné médicalement. C'est vraiment
à chaque femme, on ne peut pas prévoir en avance, donc on ne le prévoit pas. Je précise quand même que j'ai pris une doula qui était ma responsable au boulot, qui était doula, parce que je me suis dit, si mon compagnon ne peut pas être là pour X raison, qu'il doit rester avec mon fils, vu que je parle pas finnois, je parle que anglais, je sais pas, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui comprenne l'anglais, que je comprenne, parce que parfois il y en a qui parlent anglais et, avec un accent particulier, donc je comprends pas forcément. Donc ça me rassurait de la voir. Donc elle aussi, elle a été là en me disant, non mais oh, j'hallucine ce que tu me racontes sur la France, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Mm. Quand je leur dis que c'était la pression de leur dire au boulot par rapport aux répercussions que ça peut avoir. Même si ta boss, c'est une femme, hein, moi, quand je suis tombée enceinte de mon fils, quand j'ai arrêté la pilule pour tomber enceinte, je l'ai dit à ma responsable qui m'a dit, oh, mais non, mais comment on va faire sans toi? Et bon, bah, du coup, j'ai mis 4 ans à tomber enceinte. Donc, pour le coup, j'étais plus dans cette entreprise-là au moment où je suis tombée enceinte, mais ça m'a fait un blocage, quoi. Je me suis arrêté mes règles pendant toute la durée, une fois que ma boss m'avait dit ça. Alors qu'ici, Mm. c'était normal, tu vois. Les femmes, elles ont des enfants et c'est la priorité, les enfants. Donc, c'est OK pour tout le monde. Donc, elle aussi m'avait confortée dans le fait que, bah, t'inquiète pas, mais pourquoi ça, tu te mets la pression comme ça sur l'accouchement et tout? Ça va, tu sais, on va pas te déclencher. Ton bébé, il viendra, tout est parfait. Tu es parfaite pour être sa mère. Ton bébé est là, c'est le tien. Et enfin, tu vois, vraiment, il t'encourage à être cette maman sûre de soi et sûre que son bébé, il est. Tu vois, à la limite, en France, on t'enlève ça. C'est presque ton bébé, c'est pas le tien, c'est celui du corps médical. T'as pas de pouvoir dessus. Alors que là, ils te disent vraiment, tu vois, c'est vraiment toi qui es maître de ton corps, de ton enfant, et c'est toi qui va pouvoir choisir la voie par laquelle tu vas accoucher, et il n'y a pas de stress, quoi. Pour en revenir à la doula, justement, alors une doula, c'est une accompagnante à la naissance qui peut être présente pendant la grossesse et pendant l'accouchement. En France, il y en a, mais elles sont mal vues et elles ont très rarement le droit d'aller dans les salles d'accouchement. Quelle est justement en Finlande, cette politique avec les doulas? Est-ce qu'elles sont bien acceptées? Elles peuvent être présentes à l'accouchement? Elles ont quelle place finalement dans la grossesse? Ah, elles ont une super place. Tout le monde connaît les doulas. En France, quand j'en ai parlé, il n'y a pas grand monde qui connaît, en définitive. Euh, Ici, c'est vraiment la maternité, ils te la proposent. Ah ouais. Tu vois, ils te disent, moi, j'ai visité la maternité. Genre 2 semaines ou 3 semaines avant d'accoucher. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez pu avoir une doula? Est-ce que vous en voulez une avec vous et tout, machin. Et je leur ai dit, non, bah, c'est bon, j'en ai une. Elle va venir à l'accouchement si je le souhaite. Je l'avais prévu, mais finalement, elle n'est pas venue parce que ça s'est fait sans et c'était très bien aussi. Mais eux, ils te proposent une doula. Donc oui, elles ont toute leur place, ouais. Ouais. Moi, quand je t'écoute, je te jure, je me dis, mais on a tellement de boulot encore en France parce que, bah oui, les doulas, effectivement, c'est d'une utilité, mais voilà, c'est super important d'avoir une doula pendant sa grossesse, Ah, ne serait-ce que, voilà, pouvoir parler de ses peurs, de ses craintes, d'avoir une personne de confiance le jour de l'accouchement et de se dire, bah, qu'en France, on est doula, on est diabolisé, hein, de toute manière, on est mal vu, on est des sorcières, enfin, voilà, c'est très, très mal c'est vu. incroyable, Et ouais. de se dire qu'il y a plein de pays où c'est juste d'une évidence, voilà, d'avoir sa doula pendant sa grossesse, ça choque personne. Ça aussi, je pense que tout ça, du début à la fin, finalement, ça doit t'enlever une pression, une peur, un stress qui en France est permanent finalement. Ah ben c'est là la grande différence en définitive et c'est là où tu vois aussi le marquage d'avoir grandi en France parce que tu te rends compte à quel point tu es formaté à être médicalisé du coup tu vois parce que tu as des attentes et du coup tu as des peurs qui se créent alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces peurs-là en définitive. Enfin, c'est incroyable comment on nous enlève la capacité sur notre corps. Mm. Et on parle de l'accouchement, mais finalement, c'est pas que sur ça, hein, c'est général, hein. Oui, bien sûr, c'est surtout, hein, c'est sûr. Ouais, Est-ce qu'en Finlande, il y a des préparations à l'accouchement? non. Enfin, j'ai pas eu de préparation à l'accouchement. Tu peux, t'as des exercices, tu en parles avec la doula, elle te demande ce que tu as besoin, elle te donne plein de supports. Moi, elle m'a conseillé un livre qui est génial, mais je crois qu'il n'est pas traduit en français. Ça s'appelle Give Birth Without Fear.
Je pourrais te donner l'auteur, là je l'ai pas en tête. Il est génial ce livre, c'est vraiment donc donner naissance sans peur. C'est vraiment très très intéressant et tout le monde a ça, tu vois. Un jour, je suis allée faire un check parce que c'était fermé là où je vais d'habitude, donc j'ai vu une autre sage-femme à ce moment-là de ma grossesse et donc c'était dans l'hôpital. Il y a une affiche avec ça, donc de donner naissance sans peur. Et dedans, tu as les étapes, donc la respiration, tu as les étapes de visualisation méditative, d'acupression, enfin, tu vois, t'étais vraiment accompagné dans ça, ça fait partie de l'hôpital. Donc, du coup, pour eux, c'est juste, encore une fois, chaque femme est différente avec son corps. Ils te donnent tous les tips qu'ils ont. Ils te, ils te disent que le jour de l'accouchement, tu auras des sages-femmes, tu auras ta doula, tu auras tous les accompagnements possibles. Ils t'en parlent beaucoup, mais t'as pas forcément, t'as pas d'exercice en groupe. Tu vois, Mm. comme j'avais pu connaître en France, ça, t'as pas du tout. Et comment du coup les femmes se préparent entre guillemets justement à cet accouchement? Parce qu'avec cette vision française, nous on se dit bon on a son suivi, mais on a l'impression qu'il faut apprendre à pousser, qu'il faut apprendre à respirer, enfin voilà qu'il y a des choses à apprendre. Finalement les femmes en Finlande, elles se préparent comment? Elles se préparent avec de la lecture, de la méditation, de la visualisation pour l'accouchement? Ouais, il n'y a pas de préparation particulière autre que ça. En fait, il y a beaucoup de temps de parole. C'est vraiment beaucoup de discussions avec les sages-femmes, avec les doulas. C'est très présent. Ma doula m'avait proposé de me faire des exercices avec elle pour détendre le dos, pour ouvrir le bassin, etc. Mais c'est toi, en fait. C'est toi qui es maître de ton corps et qui sens ce que tu as besoin. Si tu as besoin d'être assuré et d'avoir peut-être plus de tips, tu peux le voir avec la sage-femme. Si tu n'en as pas besoin, ben, c'est OK aussi. Voilà, c'est vraiment... ça n'a rien à voir. Et je pense qu'en plus, là, à l'heure actuelle, il faudrait quand même des années de déconstruction en France pour pouvoir mettre en place ça, parce qu'on est dans la peur, quoi, du coup, en France, tu vois. Tu dis Mm. limite, si t'as pas fait tes cours, oh mon Dieu, mais je vais jamais réussir à donner naissance, alors que là, on te dit, fais confiance à ton corps, ça va le faire, quoi. Il n'y a pas de raison que ça le Mm. fasse pas. Et si jamais il y avait des problèmes, on est là. Donc, non stress, quoi. Ouais, quand je t'écoute, on sent que le rapport finalement à la femme enceinte entre la Finlande et la France, elle est différente. En France, on est une patiente qui va entre guillemets se faire accoucher. Il y a aussi un côté très infantilisant en France où justement on Ouais. nous fait douter de on n'est pas capable. Tout est, tu vois, là, je suis encore tombée sur un article tout à l'heure de presse qui dit donc c'est une femme qui a accouché chez elle. Le titre c'est pas ça, c'est pas la femme a accouché chez elle, c'est un mari avec l'aide des pompiers et du SAMU à accoucher la femme. Et tu vois, ce côté hyper anxiogène, Ah médicalisé, ouais, où la femme, bah, s'il y avait sous-entendu, s'il n'y avait pas eu son mari, le SAMU, les pompiers, bah, peut-être qu'elle serait morte en fait. Et tout est ah fait non, pour vraiment infantiliser. En Finlande, on a vraiment ce sentiment quand on t'écoute que la femme, elle est au cœur finalement bah, et de sa grossesse et de son accouchement, et que c'est elle qui détient la connaissance, la confiance, exact. la puissance, quoi. C'est ça, c'est Ouais. tout à fait ça. C'est vraiment une superbe expérience parce que je pense que ça peut être vraiment très difficile pour des gens qui sont pas préparés. J'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé en thérapie sur moi et sur ma confiance en moi parce que sinon tu peux être vite perdu. Et en fait, ma démarche là, aujourd'hui, avec le podcast, et entre autres, puisque j'en ai fait aujourd'hui aussi mon travail, c'est vraiment de redonner le pouvoir à chacun, en fait, aux femmes, parce que c'est mon histoire, mais aux hommes aussi, parce ils peuvent être aussi dans des cas comme ça parfois, mais juste de se dire que on est les meilleurs pour sentir notre corps, on peut se faire confiance. C'est nous qui habitons notre corps, c'est pas quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est tout à fait logique que de vivre un accouchement, une grossesse comme ça, tu vois, et même toute ta vie en définitive, de faire confiance à ton ressenti. Et là, pareil, ma fille, donc elle avait moi j'ai eu une chirurgie de la poitrine il y a 20 ans et donc ils m'ont coupé des canaux. Donc j'avais pas assez de lait. Du coup, on est passé en lait maternisé et elle avait des coliques et ça allait pas et on a changé 36 fois de lait. Et quand j'ai vu la pédiatre, elle m'a dit mais vous en pensez quoi vous?
Donc je lui dis, Mm. ben, moi j'en pense ça et ça. Elle me dit, ben, c'est vous qui avez raison en fait. Vous êtes avec votre bébé, donc en fait c'est vous qu'on va écouter en premier. Et quand tu arrives à un rendez-vous, on te dit alors, qu'est-ce que vous en pensez vous de votre enfant? Est-ce que vous pensez qu'elle va bien? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème? Est-ce que vous pensez qu'il y a une allergie aux protéines de lait, au lactose ou quoi? Suivez votre instinct. Vous êtes sa maman. C'est vous qui avez en priorité le meilleur avis sur son état en fait. Donc Ouais. ça résume tout, tu vois. Aux antipodes de la France, mais vraiment. Ah ouais, Et, en fait, quand je t'écoute, je me dis, mais avec un parcours de grossesse comme ça et après un postnatal où tu es autant valorisé, je pense que ça doit tellement avoir un impact aussi finalement sur ce lien d'attachement avec son bébé, sur notre rôle de mère, sur tout ça. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai vécu un accouchement hyper médicalisé, un postnatal très compliqué où j'avais l'impression de pas savoir m'occuper de mon bébé. Limite, je l'aimais pas, ce bébé. À aucun moment, j'ai croisé la route d'un soignant qui m'a dit, fais-toi confiance. C'est toi qui sais mieux que ton bébé. C'est toujours, attends, on va te dire quoi faire et obéis exact. sagement à ce qu'on te dit. C'est ouf, hein? Ouais, c'est dingue. Mm. Hier, j'en parlais avec une copine qui a accouché en France. Elle m'a dit, je sors de chez la pédiatre. Et la pédiatre, elle m'a dit, non mais allez acheter des habits parce que votre bébé, il va avoir froid. Euh, mais elle m'a dit, non, mais n'importe quoi. Elle fait, mon bébé, je sais très bien qu'il n'est pas en train d'avoir froid, tu vois. Et j'ai dit, non, mais ils sont dingues, tu vois. Ici, et moi, je suis allée leur dire, bah, attendez, l'an dernier, on a eu -35. Comment je dois habiller mon bébé? Parce que du coup, elle dort dehors et c'est compliqué pour moi. Je sais pas, je suis pas l'habitude d'avoir ces températures-là. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, si votre bébé, il dort, c'est qu'il n'a pas froid parce que sinon, il dort pas. Et ils m'ont dit, bah, vous mettez une couche supplémentaire que ce que vous mettez sur vous et ça va le faire. C'est vraiment détendu, tu vois. Et Ouais, ça te permet d'être détendu avec ton enfant. ouais, Je c'est me sûr. vois, jamais j'aurais pu enregistrer un podcast à 2 mois et demi de vie de mon fils, tu vois. Alors que là, pour ma fille, et ça se voit sur elle, tu vois, elle est Mm. 100 fois plus sereine que lui, hein. Bah, de toute manière, oui, je pense qu'effectivement, déjà tout ce stress qu'on a, nous, en France, pendant la grossesse. En fait, souvent, j'ai l'impression que dans la grossesse, il y a toujours un signal d'alarme qui s'allume. Si c'est pas pour le diabète, c'est la prise de poids de la femme. Si c'est pas la prise de poids de la femme, c'est la prise du poids du bébé. Soit il s'est pas mis tête en bas assez tôt. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait en France où elles se disent, ouh là là, ça y est, il y a une catastrophe. Ouh là là, ça y est, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Ça a forcément un impact sur le stress de la femme De l'enfant, et eh du ben, bien bébé. sûr, c'est clair. Mm. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, mais du coup, ils te pèsent jamais pendant la grossesse, hein. Donc, ils te disent, je leur dis, mais vous allez me peser un jour? Ben non, mais pourquoi vous voulez qu'on vous pèse? Ben non, je sais pas, en France, on nous pèse et c'est attention, on prend pas de poids et tout. Un Et kilo par mois. c'est ça. Et j'ai dit là, d'ailleurs, quand je suis allée en France en décembre, mon médecin il m'a dit, attention, pas de prise de poids, blablabla. Ici, ils te pèsent pas. Si tu veux, Mm. ils te pèsent. Ils m'ont dit, bah, si vous voulez, on vous pèse, hein. Bah, ouais, bon, non, en fait, c'est bon, du coup, tu vois, ça te. Ouais. Mais pareil, ça, tu vois, ils te checkent pas, en fait. Bon, bien sûr, elle me dit, bien sûr, si vous vous sentez gonflé, si on voit vos chevilles gonflées ou si on voit qu'il y a une anomalie, on prendra en charge. Mais bon, là, enfin, vous êtes dynamique, il y a pas de raison, quoi. Ils voudraient faire une syncope, les soignants en Finlande, s'ils voyaient comment ça se passe en France. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, quand tu leur expliques ça, ils sont horrifiés parfois. Pareil pour les bébés, quand tu leur dis, ben, en France, ben, ils commencent la garderie, la crèche à 2 mois et demi, 3 mois, les bébés, hein. Mm. Ici, aucune crèche, enfin une garderie, du coup, prend des enfants avant 1 an. Oui, parce que vous avez un congé qui fait que vous pouvez Ouais, rester à la maison pendant un an. c'est ça. Et encore, dans la région où je suis, qui est très croyante, c'est rare qu'on mette les enfants à 1 an. En général, c'est vers 2, 3 ans, tu vois. Ouais. Mais avant 1 an, de toute façon, personne ne te les prend. Donc, Ça aussi, c'est un impact sur, bah, ne serait-ce que le taux de l'allaitement. Les femmes qui veulent allaiter, ben, elles savent qu'elles ont bien sûr, un an. Si elles ont envie d'allaiter longtemps, elles ont un an. Nous, en France, ben, elles allaitent un mois, puis elles commencent déjà à sevrer parce qu'elles se disent, oh là là, je vais reprendre le boulot dans c'est un ça. mois, Donc, c'est le machin. stress. Pour Mm. les nuits, c'est le stress parce Les que nuits? du coup, il faut que ton Mm. bébé il dorme. Enfin, il y a une grosse Ouais, pression, hein. ouais, ouais. Ici, on l'a pas. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à voir dans les supermarchés, les laits maternisés. En France, tu as des rayons incroyables. Ici, il doit y en avoir 6 différents et c'est tout, hein. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui allaitent, en fait. C'est Mm. assez rare, le lait maternisé, hein. Moi, quand je dis que je donne du lait maternisé, tout le monde me demande pourquoi, tu vois. Parce que, enfin, sans malveillance, bien sûr, mais il y a une raison particulière de santé ou autre, tu vois.
parce que c'est pas dans les codes. En fait, les codes, c'est d'allaiter vraiment. Après, c'est tout à fait OK si tu souhaites pas allaiter, par contre, hein. Si tu dis non, moi, je veux pas allaiter ils te demandent pas ta raison, tu vois. Ouais. Oui, oui, ils valorisent l'allaitement, ils soutiennent l'allaitement, mais en même temps, les femmes qui veulent pas allaiter sont pas non plus diabolisées, quoi. Non, voilà, c'est juste, ben, fais comme tu le sens, au mieux pour toi. C'est toi qui sais. Du coup, tu me disais, donc là, pour ton deuxième accouchement, tu as eu une césarienne. C'est quand même aussi voilà, une opération, quelque chose d'assez difficile. Enfin, ça peut être difficile à vivre. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette césarienne en Finlande? Ah, alors là, rien à voir avec ce que j'ai vécu en France, bien entendu. En Finlande, du coup, j'ai commencé à avoir des contractions assez régulières le soir. C'était un mardi soir, je crois. Donc du coup, bon ben, j'ai mon chéri qui me dit bon ben là, attends, faut qu'on y aille quand même et tout. Bon, ok. Donc j'étais un peu déçue puisque le lendemain c'était la rentrée scolaire donc de mon fils. Donc j'ai dit bon ben ok. Donc on a mené mon fils chez mon frère qui habite pas loin. On a de la chance et on est parti à l'hôpital. Et en arrivant là-bas, elles m'ont fait un check monito. Elles m'ont dit, bon, ben ok, on va regarder le col. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que c'est ok pour vous? Enfin, tu vois, tu as vraiment tout un truc autour de ça. Mais elle parlait pas très bien anglais, la première personne que j'ai vue. Donc, elle m'a juste dit, oui, vous êtes sûre. Alors, avant de te toucher, ils te touchent, ils te mettent la main sur la jambe, puis sur la cuisse. Tu vois, ils y vont vraiment en douceur pour te dire, voilà, je vais y aller. Là, je vais entrer et tout. Je vais aller regarder le col. Est-ce que c'est bon? Ils te valident genre 15 fois avant de le faire. Et puis, moi, j'avais les contractions. J'avais envie de dire, mais vas-y, c'est bon, tu vois, c'est le moment, tu peux y aller. T'as pas besoin, c'est bon. Je t'ai dit oui une fois. Bon, mais je trouve ça super prévenant, c'est génial. Donc elle m'a dit, bah oui, donc là, vous êtes dilatée, vous avez des contractions régulières, donc on va aller en salle de naissance. Là, je suis arrivée, des bougies de partout, une grande baignoire, vraiment, on est rentré, j'ai regardé mon chéri, je me suis dit, bah on est à l'hôtel, quoi. Vraiment, il faisait super bon. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre un bain? Je lui ai dit que oui, donc elle m'a rempli la baignoire, elle m'a fait tester la température, elle m'a dit, alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Ah ouais. Et j'ai dit, ben là, là, j'ai pas faim. Et vous, monsieur, vous voulez manger quelque chose? Et il a dit, ben ouais, allez, pourquoi pas? Bon, ben, alors, je peux vous proposer ça, et ça, et ça, et ça, ok, donc je vais vous amener ça. Et est-ce que vous voulez un thé, une tisane, un verre d'eau, d'un coca, qu'est-ce que vous voulez boire? Donc, moi, je suis une buveuse d'eau, donc j'ai dit non, mais moi, je veux que de l'eau, ça va, j'ai pas envie de manger. Mais donc, du coup, sachez que durant tout le travail, vous pouvez manger et boire ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à nous demander. Ah ouais. Alors là, tu te dis, OK, eh ben alors d'accord, ben, on n'était pas au courant qu'on pouvait manger et boire, tu vois, du moment où tu te sens bien. Elle me dit après, vraiment, si jamais il y a des complications ou autre, on vous dira si vous devez plus boire ou manger, parce que moi j'ai posé la question du coup. Elle me dit, mais là, sans problème, vous pouvez manger et boire ce que vous voulez, comme vous avez envie. Si vous en ressentez le besoin, vous buvez et puis voilà quoi. Donc du coup, on a passé un long moment dans la baignoire. En fait, ils te viennent pas te faire des checks du col tout le temps. Ils te laissent tranquille et tu peux les appeler quand tu veux si tu as besoin. Mais ils viennent pas te voir intempestivement, tu vois, c'est toi qui les appelles. Et donc, ensuite, on est passé. Elle m'a dit, vous avez plusieurs ballons, le ballon cacahuète, le gros ballon, le petit ballon. Vous pouvez vous mettre sur la table, vous pouvez vous mettre au sol, vous pouvez vous mettre allongé sur le côté. Enfin, en fait, en gros, tu fais comme tu as envie, hein. C'est vraiment toi qui drive ton accouchement. Donc, moi, j'ai essayé de me mettre un peu dans tous les sens, dans le sens qui me soulageait le mieux. Mon compagnon a été là pour me faire des pressions, pour m'aider, m'accompagner vraiment, vraiment dans la dilatation du col. Donc, j'ai dilaté péniblement jusqu'à 10. Euh, je dis péniblement parce qu'en fait, j'ai jamais percé la poche des os. Et du coup, ça n'a pas du tout aidé dans mon travail. J'avais ma doula par message. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle vienne, mais je lui ai dit que non, puisque mon compagnon était là et que j'avais les sages-femmes avec moi. En fait, enfin, j'avais vraiment pas besoin d'une personne supplémentaire. Donc, tout s'est très bien déroulé. Et,
En fait, au bout de presque une vingtaine d'heures, voyant que la poche ne perçait pas, ils ont dit on va faire venir une obstétricienne pour faire une écho, en fait. Donc la dame s'est déplacée dans la salle de naissance avec son truc d'écho, tu vois, ils te font pas bouger, toi. Et elle m'a fait l'écho et elle a vu que ma fille, elle avait la tête donc pas dans le bon sens. Et elle m'a dit, bon ben là, on va vous faire venir le comment ça s'appelle, l'anesthésiste parce qu'en fait malheureusement on va être obligé de faire une césarienne, donc je faisais que pleurer. Elle m'a dit je comprends, c'est difficile. Là on a poussé au max l'attente, mais là votre fille elle descendra plus, c'est pas possible vu sa tête, l'orientation c'est pas possible, mais très très bienveillant, tu vois. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord. Euh, et si c'était OK pour moi. Donc, elle m'a dit, l'anesthésiste va venir, il va vous parler comment ça s'appelle? La péridurale? La péridurale, voilà. Donc, du coup, il est venu. Moi, j'avais très, très peur. Il m'a dit, mais on va respecter au max, comme vous voulez. Vous inquiétez pas, ça va être fait dans tant de temps. Parce que là, il y a quelqu'un en salle déjà, donc c'est pas disponible. Il m'a juste posé trois questions. Super sympa, pas très avenant, mais comme tous les Finlandais, pas très souriant en fait, mais très, très sympa. L'anesthésiste m'a posé la péridurale. Elle parlait un peu français. En fait, il y en avait deux. Il y avait le monsieur et une dame. Je suis en train de me rendre compte qu'ils étaient deux. La dame parlait un peu français. Elle m'a dit détendez-vous, ça va aller et tout. Bon, elle m'a mis la péri. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on est allé au bloc avec mon compagnon. Enfin, moi, j'y suis allée. Ensuite, il s'est changé. Il nous a rejoints. Et j'avais un peu peur quand même et je tremblais. Et je tremblais parce que j'ai tellement forcé, parce que j'étais dilatée à 10 quand même, tu vois. Donc j'avais fait tout le travail, donc je tremblais, j'étais fatiguée. Et ils étaient là, ils me caressaient l'épaule, ils me disaient, allez, ça va aller, je vais vous mettre l'anesthésiant, ça va vous calmer, ça va calmer les tremblements. Dans votre corps, il va se passer ça et ça va commencer par la jambe, puis ça va aller là. Et puis donc, du coup, ils m'ont vraiment accompagnée. Ils m'ont tout dit, ils étaient super souriants, super bienveillants, tous là autour de moi à me dire allez, ça va aller. Alors là, on va faire ça, on va ouvrir, on va prendre votre fille. Et bon, ben ça y est, elle est en super santé. On la nettoie, on vous la porte. Ils me l'ont apporté quasiment de suite. On a fait un câlin tous les trois qui a duré longtemps. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était génial. Pendant qu'ils me recousaient, en fait, hein, ils me faisaient des soins. On était tous les trois, mon chéri, notre fille et moi, en haut, quoi, à la tête, bien sûr, il y avait le champ. Et puis ensuite, au bout de ce long moment, mon chéri est parti pour faire les tests avec notre fille. Et moi, 20 minutes après, je suis allée en salle de récupération, ils appellent ça, où c'est que j'ai rejoint mon compagnon avec notre fille. On a fait, elle a fait tétée, en fait, elle a fait la tétée d'accueil. On est resté là un long moment, c'était génial. C'était vraiment génial. J'en garde un super souvenir que pour mon fils, j'en garde un souvenir très, très, très traumatique. Et là, malgré la césarienne, c'était juste top, quoi, de top du top. Ouais, c'est fou parce que quand on t'écoute, effectivement, on sent cette différence entre ton premier accouchement, qui était un simple, entre guillemets, déclenchement, qui s'est fini en accouchement traumatisant, et là, une césarienne qui, pour le coup, pourrait être beaucoup plus difficile à vivre, parce que là, on est quand même dans une opération, et Mm. finalement, limite, on a l'impression qu'il y a eu vachement plus de liens qui s'est créé avec ta fille, Ah ouais. qui s'est pas créé Oui, oui, avec ton oui. bébé, à ton premier. Ah non, non, non. Avec mon fils, bah, je te dis, pendant 12 heures, j'étais inconsciente, donc je risquais pas de le voir. Et quand je le voyais, je savais pas que c'était mon fils, tu Mm. vois. Et alors que là, tout était tellement doux, tellement Mm. doux. Vraiment, Mm. c'était dans la douceur. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand même, donc j'ai accouché 12 jours après terme. Et il y a eu zéro pression avant. Mm. Tu vois, ils m'ont pas mis du tout la pression comme en France où donc il y a eu le déclenchement direct. Là, j'y suis allée le jour du terme. Je suis retournée un peu plus faire des checks quand même que tout le long de la grossesse, mais à aucun moment ils ont dit Mm. bon ben allez quoi. Là, dimanche, donc 2 jours avant que j'accouche, la gynéco m'a dit écoutez là.
Bien sûr, dans 4 jours, on vous déclenchera si jamais bébé n'est pas venu parce que ça risque, enfin, on fera un check, on verra, mais ça risque d'être compliqué pour votre fille. Donc, on verra dans 4 jours, mais le process normal, c'est de vous déclencher dans 4 jours. Mais ils ne l'ont pas fait puisque du coup, je me suis déclenchée toute seule, entre guillemets, avant. Mm. Ouais, non, c'est ouf Voilà. parce que quand on t'écoute, on sent cette bienveillance, ce côté hyper rassurant, cocooning. Et je me dis, vivre une césarienne comme tu l'as vécu, avec cette main sur l'épaule, ces petits mots réconfortants, le fait qu'on t'explique, le fait de pouvoir faire un câlin à ton bébé aussi après, pendant qu'il te recouse, c'est tellement à l'opposé. Alors, en France, c'est pareil, hein, il y a forcément des équipes qui sont aussi comme ça, hyper bienveillantes, mais c'est pas dans notre culture, finalement, tout cet accompagnement, cette bienveillance, si on se rend compte de l'impact que ça a psychologiquement sur la femme et sur le bébé, quoi. Ah ben c'est incroyable. Et même ensuite, tu vois, après mon compagnon est parti du coup parce qu'il allait récupérer notre fils. Et donc je suis restée seule avec ma fille. Ils m'ont mis en chambre. Et là, elles m'ont dit, bon écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous sonnez. Donc elles sont venues, elles m'ont donné à manger, elles m'ont donné à boire. Elles ont été mais d'une bienveillance. C'est incroyable. Et je faisais que de leur dire, non mais en fait c'est possible que ce soit comme ça. Et je voyais ma fille, elle était tellement apaisée, elle dormait, tout était OK, tu vois, que mon fils, il a jamais dormi, même encore aujourd'hui, il se réveille toutes les nuits, tu vois. Elle dort, elle est apaisée, tu voyais vraiment la différence. Je leur dis, mais merci, en fait. Merci parce que vous imaginez pas ce qu'on vit en France, en fait. C'est génial et tout le long de mon séjour à la maternité, donc je suis restée que 2 jours parce qu'en Deux fait, jours pour une ouais, césarienne? bah, tu restes comme tu veux, ça dépend de toi. Si tu arrives à Ok. marcher, si tu es bien, si la cicatrice est bien, si tout va bien, tu sors. Donc, mais si tu veux rester, tu peux Mm. rester par contre, tu vois. Si tu te sens pas, si tu as envie de rester plus longtemps, tu peux rester. Je crois que tu peux rester jusqu'à une semaine. Mais si tu veux rentrer parce que tu es bien chez toi et que ton bébé va bien, il n'y a pas de problème, tu rentres. Donc, en fait, je suis restée 2 jours, ouais, presque trois parce qu'elle est née dans la nuit. Mais ouais, c'était vraiment génial en fait, cet accompagnement. Je leur ai dit, non, mais en fait, je vais venir filmer et je vais l'envoyer en France pour que tout le monde voit que oui, en fait, C'est c'est possible. possible d'avoir le lead sur ton corps, tu vois. Mm. Et même en post-natal, du coup, j'ai eu ma doula qui est venue me voir à la maison, la sage-femme aussi, et tout le monde m'a accompagnée pour l'allaitement. Du coup, vu que j'avais pas assez de lait, on a quand même. Elles m'ont donné un tire-lait pour essayer de stimuler plus. Elles m'ont dit pas de pression, faites à votre rythme, enfin, vraiment comme vous le sentez. Tout est OK s'il y a besoin de les materniser. Enfin, ne vous stressez pas parce qu'elles sentaient quand même un stress sur ça, tu vois. Ne vous stressez pas, c'est OK. Faites au mieux pour vous et votre bébé, tout va bien. Et le premier rendez-vous que j'ai eu avec le médecin, c'était à ses 2 mois. Donc, elle n'a pas vu de médecin de la naissance jusqu'à ses 2 mois. Et à ces 2 mois, la médecin, elle a fait un check. Elle m'a posé des questions, surtout à moi. Alors, vous la sentez comment? Et alors, est-ce que si, est-ce que là, est-ce que tu vois, elle te pose des questions à toi avant d'aller voir ton bébé, en fait. Et est-ce qu'en postnatal, il y a un peu plus ce soutien aussi? Parce qu'en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez à déplorer. La femme, elle rentre chez elle, elle est un peu toute seule avec son bébé. Le conjoint reprend vite le boulot, on se retrouve vite submergé. Ouais, il y a vraiment ce sentiment d'être isolé et de solitude en France, en postnatal. Est-ce qu'en Finlande, il y a un peu plus ce fameux village soutenant autour de la femme qui vient d'accoucher? Alors, moi, j'ai peu de contacts ici et j'ai pas eu besoin, si tu veux, parce que je me suis sentie. Bon, j'ai eu un retour un peu catastrophique. Mon compagnon a dû partir à l'hôpital. Il a eu une grosse infection. Mon fils venait de rentrer à l'école. C'était un peu speed quand même. J'ai la chance d'avoir mon frère et ma belle-sœur à côté qui sont ultra bienveillants. Et ma belle-sœur qui me faisait des petits plats à manger parce qu'elle m'a dit, en fait, j'ai réfléchi à quel cadeau de naissance, mais je me suis dit que moi, ce que j'avais juste besoin, c'est que quelqu'un me fasse à manger et me soutienne dans ce sens-là. Donc voilà. J'ai eu ma doula en soutien, beaucoup. Par message, la sage-femme. Si j'avais besoin, j'aurais pu avoir qui je voulais quand je voulais à la maison. Mais j'en ai pas eu le besoin. Après, c'est pas des gens très sociables ici, hein. Nous, on est des êtres très sociaux, les Latins, les Français, notamment du Sud. Mais ici, ils sont très, très solitaires. Donc, je pense pas que si tu attends un gros soutien autour, tu ne l'as pas. Et je pense que
enfin, tu peux demander. Mais vu que c'est pas des gens qui parlent beaucoup et qui sont assez solitaires quelque part, mais qu'ils ont cette force intérieure avec cette croyance d'eux-mêmes, du coup, t'as pas besoin de soutien, tu vois, parce que tu as été construit dans la croyance de ton corps. Après, ils te donnent des petits livrets avec comment prendre soin de ton enfant. Après, il faut savoir que ici, à la maternité, on ne donne pas le bain à ton enfant. Et ils te disent que le bain, en fait, ils t'en parlent pas. Ok. Donc, du coup, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous recommandez pour laver le bébé? Et ils m'ont dit, oulala, ben, là, 10 premiers jours, ça sert à rien de laver le corps, quoi, en tout cas. Il faut lui laisser le temps de s'ouvrir, de vivre tranquillement. Donc après, le bain est recommandé une fois par semaine. Bien sûr, on lave le visage et les mains tous les jours, mais le corps, il n'y a vraiment pas de bain. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est un stress aussi quand surtout après une césarienne, tu vois, moi je me souviens, c'est mon compagnon qui a vu le bain, moi j'ai rien vu, je pouvais pas me lever. J'avais les agrafes et tout en France. Ici, enfin, ils te disent non, mais pas de stress et ils te le montrent même pas à tel point c'est pas un stress pour eux, tu vois. Parce que tu pourrais te dire, attends, mais je sais pas faire et tout, tu vois. En fait, ici, ils te disent, bah, vous faites comme bon vous semble et donc ils te donnent des livrets avec toutes les infos importantes. Donc, sur la température de l'eau, pour celles qui savent pas, euh, sur les positions d'allaitement, sur toi, comment te mettre pour te sentir mieux, pour faire tout un tas de choses. Ils te disent aussi, ils te font remplir des questionnaires à chaque étape, donc aux premiers 15 jours, au premier mois, des questionnaires pour te demander comment tu te sens émotionnellement. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu as Mm. besoin de soutien? Est-ce que avec ton bébé ça va? Est-ce que vu que tu dors pas trop, comment ça se passe? Enfin, tu vois, tu as vraiment tout un soutien sur ça où ils te demandent de le remplir et si tu as besoin, ils sont là en soutien émotionnel. Et c'est génial de te dire que si tu veux, tu peux. Mm. Comme je te disais, moi, j'ai pas eu besoin, mais t'as quand même, ils prennent, ils savent que ça peut arriver. Et ici, du coup, vu qu'il y a quand même, on est sur un pays qui a la même superficie que la France, mais on n'est que 6 millions. Donc il y a très peu de monde, donc tu peux être vite isolé. Et ils prennent vraiment soin de ça, du fait que les mamans peuvent se Mm. sentir seules et que ça peut être très, très difficile. Donc il n'y a pas de personne physique, mais ils te font remplir le questionnaire et je pense qu'en fonction de tes réponses, ils doivent venir Mm. intervenir. Mm. Tu sais au moins où chercher de l'aide si vraiment tu te sens pas bien. Et surtout que tu as la possibilité de dire que tu te sens pas bien. Parce que en France, enfin moi je me rappelle pour mon premier, il y avait un peu aussi ce sentiment de culpabilité de me dire oh, je suis pas capable de m'occuper de mon bébé et je veux pas trop en parler parce que j'ai honte. Je vois toutes les autres qui s'en sortent et moi je galère avec mon bébé, donc je vais rester toute seule toute seule dans ma merde en fait. Et c'est vrai que d'avoir des petites mains tendues, ça doit aider pour libérer la parole. Exactement. Puis du coup, quand tu lis ça, tu te dis que bon, ben, tu dois pas être la seule si tu vas pas bien, tu vois, parce que Mm, si tu poses des questions comme ça, c'est que ça doit exister. mm, Je me souviens pour mon fils, je me sentais coupable. J'avais l'impression de pas l'aimer et j'avais l'impression qu'il y avait que moi. Alors qu'en fait, après, des mois après, en ayant parlé avec d'autres personnes, il y en a plein qui ont vécu la même chose que moi, mais ça se dit pas. mm, Ça se dit mm, pas de dire que tu regardes ton fils et qu'en fait, tu le sens pas ce lien, tu vois. Et c'est humain parfois de pas le sentir selon l'accouchement que tu as eu et c'est OK en fait. Et tu te sens coupable et tu te sens nul et tu te sens mm, sous l'eau. Mais tout le monde est sous l'eau, mais personne dit qu'il est sous l'eau, tu sais. mm, C'est genre, faut pas dire que c'est dur. Moi, je m'en sors très bien. C'est un mm, petit truc, c'est l'ego, quoi. Ici, vraiment, tu as l'opportunité d'en parler. Ouais, plein de fois. mm, Plein de fois, j'ai eu ces petits questionnaires à remplir à la maternité aussi. Ils te demandent vraiment si émotionnellement tu te sens bien, si ça va. mm, Avec la mm, chute des hormones et compagnie, ça peut être compliqué. mm, Donc, ils en parlent vraiment, vraiment tout le long, quoi. mm. Puis le déroulement de l'accouchement a aussi un impact sur ce fameux lien. L'autre jour, je suis tombée sur une étude qui commence à mettre en évidence que l'utilisation excessive d'ocytocine de synthèse, donc ce qu'on donne
pour déclencher, voilà, quand on dépasse le terme ou quoi que ce soit. C'est souvent donné beaucoup pendant le travail, notamment quand on a la péridurale. L'ocytocine de synthèse permet d'avoir des contractions efficaces. On en donne pour la délivrance du placenta. Et il y a une étude qui montre que cet excès d'ocytocine de synthèse a un impact sur la dépression postnatale et le lien mère-enfant. Ah bah oui, parce que t'es tellement shooté que Et du coup, quand ça puis, chute, mon pauvre, bah c'est voilà, et puis c'est de hardcore, l'ocytocine hein. de synthèse. Et je trouve que c'est aussi important que les femmes le sachent, que les difficultés en postnatal ne viennent pas d'elles, de leur manque d'amour, d'un manque d'instinct maternel ou je sais pas quoi, mais que le déroulement de l'accouchement a un impact. Et je trouve que même dans ton récit, on le voit, tu as eu quand même deux accouchements, pour le coup, très médicalisés, mais cette Mm. bienveillance et ce côté humain, bah, ça doit aussi aider quand même à bien vivre les Ah bah choses. clairement, mais bien sûr. C'est en fait, bon, après, je pense que c'est un deuxième accouchement, donc t'as ça aussi, certainement. Mm, Mais quand même, le fait d'avoir des gens autour de toi qui te disent, qui sont là, qui sont bienveillants, qui sont pas, genre, tu les saoules pas, tu vois. Parce que j'avais cette impression-là que, oh pétard, elle fait chier, celle-là, ça fait 1000 ans qu'elle est là, elle a toujours pas accouché, elle veut éviter la césarienne. Non, mais en fait, faut le faire. Bon, tu vois, tu te sens vraiment comme un boulet. Alors que là, ils sont trop contents d'être là, tu vois. Ils sont trop contents d'être avec toi et de t'accompagner. Et j'ai recroisé, juste avant de partir, l'obstétricienne. Et je l'ai remerciée, en fait. Je lui ai dit, mais merci. Enfin, je, je, je pensais pas pouvoir dire ça d'une deuxième césarienne parce que je voulais pas de deuxième césarienne, bien entendu. Et je lui ai dit, mais merci, en fait, vous avez été géniale et humaine et ça fait plaisir d'avoir autant d'humanité dans ces moments-là parce qu'on en a besoin, en fait. Et c'est mm. ce qui manque en France. C'est trop Ouais. froid. Mm. Après, c'est important aussi quand même de dire qu'en France, heureusement qu'il y a des soignants qui sont comme ça, des sages-femmes, des anesthésistes, des obstétriciens qui sont dans cette bienveillance, mais ça reste de l'exceptionnel. Les femmes se disent, waouh, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de bienveillant, de tomber sur une sage-femme disponible, de tomber là-dessus. Alors qu'en fait, ça devrait pas être une exception et une chance, ça devrait être une normalité. Et c'est ça le problème en France, c'est que c'est pas la normalité. En fait, je trouve que avec le recul en France, on a beaucoup d'ego sur beaucoup de choses. Et je le vois là à l'école de mon fils, j'ai eu les entretiens avec la maîtresse et qui me disait, bah, en fait, nous, notre métier, c'est de se formater aux besoins de l'enfant. Donc, on va faire en sorte de trouver des solutions pour que lui se sente bien dans son apprentissage. Et c'est pareil, on va à la maternité, en fait, on fait en sorte que vous vous sentiez bien. Peu importe pour nous, c'est pas important, c'est pour vous. Vous, il faut que vous soyez bien. Et en France, tu as l'impression que c'est à toi de te formater pour répondre aux besoins du soignant, de la maîtresse ou de je ne sais qui d'autre. Alors qu'en fait, ici, c'est tout l'inverse. Donc, ça te redonne le pouvoir, encore une fois, sur toi, sur ta capacité à être juste. Est-ce que, juste pour conclure cet épisode, tu aurais un conseil à donner à une future maman qui va bientôt accoucher, qui aimerait accoucher sans péridurale aussi, pour qu'elle puisse arriver le plus sereine et le plus confiante pour son accouchement? Je lui dirais de se faire confiance et que c'est elle qui sait. C'est vraiment, je crois, le plus important et le meilleur conseil qu'on puisse donner. Écoute-toi. Alors parfois, quand on peut être chamboulé, ça peut être difficile de s'écouter, mais peut-être de faire quelques respirations, d'essayer de se poser pour essayer de sentir à l'intérieur ce qui se passe et de se dire que oui, elle peut se faire confiance. Eh ben merci en tout cas pour ce chouette partage. J'ai beaucoup aimé t'écouter. C'est vraiment génial de pouvoir voir cette comparaison entre d'autres pays et la France, de voir voilà que comme partout il y a du bon, il y a du moins bon, mais que c'est possible effectivement d'avoir cet accompagnement moins médicalisé, d'avoir plus d'humanité, d'avoir plus de bienveillance dans le suivi pendant l'accouchement. Enfin voilà, je trouve que ça donne vraiment une vision autre et une vision hyper rassurante quoi. Ben ouais, j'espère que ça inspirera le corps médical aussi un jour en France. J'espère. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un commentaire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'adore échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.